Bonjour. Bonjour Gladys, bonjour Ariane. Bonjour les internautes qui nous suivent. Je m'appelle Cynthia Kalinga, je suis de ISLA. Je suis coordinatrice francophone et pour aujourd'hui, nous allons discuter sur l'observation générale de l'article 7.10 du protocole de Maputo. Et pour cela, je voudrais juste encore une fois souhaiter la bienvenue à nos deux expertes que nous avons, qui est Gladys et Ariane, et rappeler aussi aux internautes qui nous suivent que ce webinaire est en français, mais vous avez la possibilité de le suivre aussi en anglais, juste en appuyant le globe sur Zoom, qui va vous donner la possibilité de suivre en anglais. Alors, sans plus tarder, je vais demander à nos deux experts, en commençant par Ariane, de bien vouloir se présenter, de nous donner juste une brève biographie de qui elle est et nous allons commencer. Merci. Ariane? OK, il semble que Ariane a connu un petit problème technique. Gladys, vous voulez bien, can you kindly just give us a bit of a background of who you are, the kind of work that you do before we get into the subject of our webinar today? Yes, thank you, everybody. And before I introduce myself, I want to heartily congratulate ISLA and thank you all for actually creating this opportunity to make us discuss about the things that are very, very dear to our hearts. My name, as you all know, my name is I'm Barrister Gladys Mboya. I'm an attorney at law, a barrister at law from Cameroon. I'm a human rights activist, a practicing lawyer, a peace advocate, and I am a LAWA fellow, Leadership and Advocacy for Women in Africa fellow. So I'm glad to be here to share this space with you all. Thank you, Gladys. Ariane? Merci de bien vouloir vous présenter. Ariane, vous m'entendez? Oui, j'ai perdu un bout. Je suis en train de me connecter sur un autre ordinateur. Je ne sais pas si c'est à mon niveau que ce n'est pas très stable. Donc, il y a eu une interruption. Nous sommes au stade de présentation. Oui, nous sommes au stade de présentation. OK. Merci. Moi, c'est Ariane Bouem. Je suis avocate. Je suis l'avocate de l'ONG, l'organisation Voix de Femmes, qui depuis plusieurs Okay, il me semble qu'Ariane connaît quelques soucis de connexion. Alors, je pense que ce qu'on va faire, on va carrément continuer. Quand elle viendra, elle va se présenter. Mais on va juste continuer. On va demander, au fait, le but de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est de populariser l'article 7 qui est basé surtout sur qui est basé sur le droit de propriété pour les femmes.
Et en cas de divorce, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ce webinaire d'aujourd'hui, on va essayer de avoir on va essayer d'avoir l'aperçu de nos différentes panélistes par rapport à leurs différents pays. Donc, on a Gladys qui vient du Cameroun et aussi Ariane. Ariane va juste nous donner aussi un aperçu de son pays, comment ça se passe dans son pays, est-ce que le protocole de Maputo est appliqué ou pas, et ça sera vraiment une conversation et on encourage aussi les internautes qui nous suivent de bien vouloir poser leurs questions si elles ont besoin de clarification ou bien elles veulent faire un commentaire. Et à la fin, on aura deux de nos partenaires qui vont aussi donner leur aperçu. Donc, sans plus tarder, vu que Ariane est là, peut-être on va juste lui demander de ne pas mettre sa caméra, peut-être ça va l'aider, et vite se présenter, comme ça on entre dans le but du sujet. Ariane, vous voulez bien vous présenter vite avant, peut-être ne mettez pas votre caméra, je crois que ça pourra aider. Ok, d'accord. Je pense que j'avais fini ma présentation. Je disais que je suis au barreau du Burkina, barreau du Québec, et je suis avocate féministe. Et voilà, je collabore avec Isla pour ces projets-là. Je vais vous suivre, mais en même temps, j'essaie d'ouvrir sur une autre machine parce qu'il y a beaucoup d'interruptions sur celle-là. D'accord, pas de problème. Alors, dans ce cas, on va rentrer dans le vif de notre sujet. My first question will be directed to Gladys, and I would like to just ask if you can just give us what kind of cases can benefit from the elaboration that has been provided in the comments or in the general comment number 6. Thank you very much for this opportunity. I think I will leave my camera on for as long as my internet is stable. Once it's not stable, I may put it off. But I will gladly say that the type of cases that I think will benefit are: one, the non-monetary contribution cases of women during divorce, because women's contribution for the economic well-being of their families, which include their non-paid contributions in the development of family land, their unpaid care work, be it childcare, be it family care, ought to be taken into full consideration, ought to be recognized in cases of distribution of matrimonial property during separation, divorce, or annulment of marriages. But before this comment came into play, these cases have always been left at the discretion of the judges, various judges. And we all know that although the laws enjoin them to use their discretion judiciously, this discretion has always been as long as the chancellor's foot, because each judge gave judgment depending on the mood in which they find themselves on the day of judgment. So women have always not enjoyed equitable distribution of property, especially when it comes to considering the non-monetary work that they do, their unpaid cared work. We also have customary marriages. Cases under customary marriages will definitely benefit, because a majority of the cases, marriages in Cameroon, are marriages under customary law and they are not registered. This type of marriages, they present huge challenges when it comes to distributing matrimonial property. Under customary law, women's claim to marital property are always undermined due to gender-biased norms and practices that favor only men. So with this general comment in place, there is hope that there will be uniform interpretation of Article 7 of the Maputo Protocol, and this will actually favor women to get equitable distribution when it comes to property. Also, I think the requirement that there should be
written consent by both spouses when it comes to disposing of matrimonial property by sale is going to help a lot. Because as a practicing advocate, I have suffered under the yoke of proving that men have single-handedly sold matrimonial property. And these men, they so sell this property in a way that by the time you get to divorce, there is no property to distribute. So this part that clearly explains that there should be written consent of both spouses before matrimonial property is sold is definitely going to help such cases. I think this general comment has come very timely. Thank you. Thank you very much, Gladys. So my next question is to you, Ariane. Quelles sont les dispositions de l'observation générale qui vous aideront à faire avancer le travail que vous faites en tant que juriste féministe? Merci. Quand j'ai parcouru le document sur l'observation générale, je pense que c'est un document vraiment qui vient préciser la portée de l'article 7D du protocole de Maputo et l'aspect qui nous, en tout cas concernant spécifiquement un cas que j'ai ici au niveau de Voix de femmes pour le Burkina Faso, c'est l'aspect reconnaissance, pour la reconnaissance des mariages coutumiers et autres formes d'union. Si on prend le paragraphe 42, c'est dit clairement que pour protéger, cette disposition du protocole conduit les États à s'engager et à protéger toutes les femmes dans toutes les différentes formes d'union. Au Burkina Faso, on ne reconnaît que le mariage qui est célébré devant l'officier de l'état civil. Donc, le mariage civil, comme on l'appelle couramment. Les autres formes de mariage, notamment les mariages coutumiers, les mariages religieux pour toutes les religions, ne sont pas reconnus dans la loi au Burkina Faso. Et cela pose beaucoup de difficultés parce que généralement les femmes se maintiennent dans des unions de différentes formes et c'est au moment de la dissolution ou en tout cas que se posent les problèmes de partage qu'elles se rendent compte qu'il n'y a aucune protection dans la loi pour elles. Donc, c'est vraiment cet aspect qui pourra, à mon sens, nous aider à avancer dans le travail que nous faisons au Burkina Faso. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Alors, ma prochaine question, my next question, vous allez m'excuser, je vais balancer entre le français et l'anglais parce qu'on a Madame Gladys qui est du Cameroun, mais du Cameroun anglophone. Donc, je vais balancer mes questions en anglais et en français juste pour l'accommoder aussi. Alors, so the next question that I have is for you, Gladys. Have there been any gains made through the judiciary in division of matrimonial property? Hello. Hello? Okay, I'm going to just repeat my question. Okay. I was saying, have there been any gains made through the judiciary in division of matrimonial property? Oh, actually, my answer to that question will be yes and a no. Yes, because we've actually had a few cases in which judgment has been given ordering that the husband should hand to the wife property that is registered in the wife's name, and a few other judgments actually ordering that both spouses could keep property that is registered in their respective names. But
I would say no, because a majority of cases of annulment, separation, or divorce, especially cases in which women are full-time housewives, the women do not enjoy equitable distribution of matrimonial property, because most customs in Cameroon, they view women as a man's property, and to them, property cannot inherit property. Under customary law, women have very limited rights upon the breakdown of a marriage, especially when this marriage ends through death. You see widows, instead of inheriting property, suddenly find themselves being objects of inheritance. Cases abound. Cases actually abound to show that women, at the death of their husbands, which ends the marriage, because that brings about separation, instead of inheriting property, they are disinherited and they are being inherited, despite the fact that this practice is contrary to the law. And these cases go on with impunity in Cameroon. And even upon divorce, women have very little rights over property. FIDA Cameroon, I hope I didn't mention, but I'm the president of FIDA Cameroon. And we have actually published a judgment in our gender law report in which a judge actually posited that customary law does not countenance the sharing of property, especially landed property, since the wife is considered as part of the man's property. Did somebody hear that? That is the customs and practices in Cameroon. So I would say that for now, I'm still waiting to see the gains. Hopefully, with this general comment that has clarified everything, women will start getting justice. They will start benefiting from equitable distribution of marital property, and they will start enjoying their rights to equality. So that said, there has been very little gain, but more loss for women when it comes to marital property. Thank you very much. Thank you to you. That's quite an interesting and sad answer. I hope there will be some change. I see that hopefully there's a hand with the general comments, which okay, I think needs a lot of publicity. There will be change. There's a question that has been asked here. I think it is to you, Gladys. The question says, there's actually a comment that says that retrogressive judgment by the court in Cameroon. Please share detail of the judgment. I beg your pardon, I didn't understand the question. It is a comment that says, it is a comment that says that's retrogressive judgment by the court in Cameroon. Please share detail of the judgment. Okay, I think if I understand, maybe it's talking about the judgment I just mentioned, in which the judge said customary law does not know community of property or does not countenance the sharing of property, especially landed property, since the wife is considered as part of the man's property. That was a judgment handed down by a court, and it is reported in the gender law report that was published by FIDA Cameroon, which judgment I can gladly share with you guys after this webinar. Thank you. That will be greatly appreciated, and then we can just share it with the attendee, and particularly the person that wants the judgment with okay. Jacqueline. Thank you so much. There is also a hand that has been raised. It is Israel. Israel, could you ask your question?
before we can continue with the other questions that we have. If you can just quickly introduce yourself and ask your question. Israël, vous voulez bien demander, juste vite vous présenter et aussi poser votre question. I can see Nathaniel, human rights defender that I know. Yeah, Nathaniel is the person that who wants you to share the judgment with them. Okay, my Nigerian brother. Israel, can you hear us? Okay, so we're going to continue with the next question and come back to you. Okay, Israel has unmuted his mic, so please just quickly introduce yourself and ask your question. Vous pouvez juste vite vous présenter et poser votre question. No, well, I'm not sure I was trying to ask a question. So I thought maybe there's another Israeli on the webinar, you know. So I wasn't trying to ask a question, unless maybe indirectly or unintentionally I raised my hand. Yeah, your hand was raised, but it's okay. So we'll continue with the next question. And maybe no problem. No problem. If the attendees have questions, maybe you can just put them in the chat, or alternatively, at the end, we'll give everybody an opportunity to ask a question. Donc, ma prochaine question est adressée à vous, Ariane. J'aimerais savoir quel cas ou affaire sur lequel vous travaillez bénéficieront de l'élaboration de l'observation générale. Ok, merci. Actuellement, le cas que nous avons en cours concerne une dame dont le nom est Valérie, qui vit dans une situation de mariage religieux. Et actuellement, le couple est séparé et elle ne peut bénéficier d'aucun droit parce que la loi locale au Burkina Faso ne reconnaît pas le type d'union dans laquelle elle se trouvait. Donc, ce cas va être une véritable opportunité pour nous de challenger un peu notre dispositif législatif afin de faire progresser la situation des femmes et d'amener l'État à reconnaître les différentes formes d'union, surtout que c'est pas le cas de Valérie, n'est pas un cas isolé au Burkina Faso. C'est même la majorité, la plupart des couples vivent dans des unions religieuses ou coutumiers, et les mariages qui sont reconnus sont même minoritaires par rapport à la situation générale dans le pays. Donc, nous pensons à travers ce cas, et peut-être qu'à travers elle, ça va susciter d'autres cas et que, bon, la loi pourra donc être changée pour tenir compte donc de ces situations. C'est ce que je pouvais dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Gladys, this is a question for you. Why do you think the issue of division of property remains resistance to change? Thank you, Cynthia. I will quickly say that actually in Cameroon, both statutory laws and customary laws are sources of law. They form sources of law in Cameroon. In Cameroon, courts are permitted to apply customary laws that are not repugnant to natural justice, equity, and good conscience, nor incompatible with any written law. However, customary law applies in a predominantly patriarchal context. And this is it always goes unchecked. Even though the Constitution of Cameroon is gender neutral and it gives both sexes equal rights to access, enjoy,
and control land. According to the Constitution, no one can be deprived of property unless it is taken for public interest and subject to the payment of a compensation. We equally have the Land Tenure Ordinance that guarantees all persons the right to own, enjoy, and dispose of land. And also, under that ordinance, all Cameroonians are eligible to apply for land certificate. But in the rural communities, where they are governed predominantly by customary laws, they believe so much in customs. They are so wedded to our customs and traditions. They always consider registration of land as a man's exclusive prison. Despite the existence of all the laws that are cited protecting women's rights, discrimination still prevails against women in practice, in actual practice. Customary law clearly opposes equality between women and men by openly favoring male children as opposed to female children. So the answer to why there is this resistance is simply that patriarchal mindsets are a very hard nut to crack. Patriarchal systems of inheritance always deprive women of access to land. Actually, Cynthia, in certain customs, some widows can only have the right to access to inherit property if they had male children. All of this is customary. It's not as if the laws are not there. The Maputo Protocol, Cameroon had ratified the Maputo Protocol. And once they ratified that Maputo Protocol, it is binding. They are obligated to implement it, to give effect to its provisions. But we are buried under some heavy customary practices that brings about resistance to change. So that is why we still experience a lot of resistance. I think if the powers that be can actually harmonize these laws with our customs, there may be some change. And I'm still calling on ISLA. Now, this is the beginning, because I can bet you, I can assure you that a majority of the judges in Cameroon, they have not even heard about this comment, this general comment. So it needs a lot of publicity to help us come out of this resistance. Thank you. I'll come back. Thank you very much. I think that what you just said, Gladys, tied with a comment, or maybe comments that has been put here in the chat by Rose Achayo Obel from National Union of Women with Disability of Uganda. She says, I'm just wondering how the comment 6 can be understood by a rural woman and used to access justice. There are numbers of factors such as time, safety, and cost. I think it goes hand in hand with what you've just said, that there's a lot of work that needs to be done to popularize this article, and yes, not only with the judges, but I think it also goes with the population. So I don't know if you've got a comment to add to that. No, I think it's just awareness raising, and not only that, but how do we implement these comments, these general comments? Because as you know, even the Maputo Protocol is binding on state parties, but most of them don't even implement it. Most of them have not even ratified. I know that by 2020, all African countries ought to have ratified the Maputo Protocol. But as we speak, about 13 countries or so are yet to ratify. So there is more to it than even just raising awareness. They must put in place strategies to hold the states to account, to hold them to implement their obligations under the treaties that they ratify. I think that should be a must. Okay, thank you very much, Gladys. So Ariana, come back to you with this question.
Y a-t-il un processus de réforme du droit en place ou qui a eu lieu dans ce domaine du droit? J'ai pas bien compris, Cynthia, désolée, j'ai pas bien compris votre question. Il n'y a pas de problème, je vais répéter la question. Je disais, y a-t-il un processus de réforme du droit en place ou qui a eu lieu dans ce domaine du droit? Ok, merci beaucoup. Oui, au Burkina Faso, il y a un processus de réforme qui est en cours depuis déjà, je peux dire, depuis 5 ans à peu près, et que, bon, on ne sait même pas à quel stade ça se trouve actuellement. Et beaucoup de personnes qui s'étaient intéressées à ce protocole-là avaient espéré également qu'on allait avoir des modifications qui en tiennent compte, mais comme dans le même sens que ce que Gladys vient de dire, au Burkina Faso, on a également des juristes, des praticiens, des juges qui ne savent rien du protocole de Maputo, qui ne savent pas grand-chose sur les différentes observations qui concernent ce protocole. Mais bon, il y a un processus en cours et nous espérons que ça va intégrer les engagements auxquels Burkina Faso a souscrit en ratifiant le protocole de Maputo. Lorsque on a eu l'invitation pour ce webinaire, j'ai fait également des recherches pour trouver le projet. Apparemment, c'est un projet confidentiel parce que j'ai pas pu mettre la main dessus. J'ai approché des associations partenaires qui, au début, avaient été associées à des travaux concernant cette réforme-là, mais elles m'ont répondu pour dire qu'elles n'avaient pas le document, mais nous savons tous, on ne sait plus même si ce processus de réforme va aboutir ou pas. En tout cas, on l'espère. Et bon, comme je dis également dans notre milieu concernant le litige stratégique, peut-être que si ça n'aboutit pas ce processus, peut-être que ce que nous préparons comme litige stratégique va amener à bouger et plus les choses, parce que ça fait plusieurs années qu'on entend parler de réforme et jusque-là, on n'a rien vu de concret et même qu'on se demande qu'est-ce qui va véritablement être modifié et on a peur de nous retrouver avec une nouvelle loi qui va être à peu près similaire à celle qui est déjà en vigueur actuellement. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, avant que nous commençons à chuter vers la fin, j'aimerais demander à nos internautes qui nous suivent s'il y a des questions ou des commentaires. Ou est-ce que quelqu'un aimerait bien renchérir? Oui, Jacqueline. Je vois que Jacqueline a une question. On va lui permettre de poser sa question. Good afternoon. Good afternoon, Thank you so much, Jacqueline. to the two presenters. It's a nice hearing
how different jurisdiction apply issues of international law. My question would be to the two speakers on approaching the court. I have done a little study and it seems almost impossible for litigants in the two countries to approach the Constitutional Court, which to the best of my knowledge is the one that is Constitutional Council, my apologies, one mandated to rule on the constitutionality of a particular law. So maybe they could share more light on whether that also presents a challenge for women in both jurisdictions to then approach the court to affirm their rights. Thank you. Thank you. I think I will start. It's fine. You can go start. Okay, Cynthia, I think because that actually speaks to the situation in Cameroon. And she just touched a huge challenge that I faced personally. Because before the Constitutional Court, we didn't even have it in Cameroon, but once it was created, it is not easy to get even judgment, any judgment come out of that court. I had personally filed a case challenging the constitutionality of marriage age in Cameroon on the grounds that it is discriminatory. Setting different age of marriage for girls, different age for boys. Putting marriage age for girls at 15 and 18 and marriage age for boys at 18. I filed that case before the Constitutional Committee of the Supreme Court, and that case did not move an inch. I tried following up until I surrendered. And I can assure you, many of my colleagues have had the same experience, even with the Constitutional Council that is in place now. Once you file challenging the constitutionality of this court, the impression that they give out there is like you are opposing, you are fighting the government. It doesn't sound like you are protecting human rights or trying to defend human rights. It's like you are fighting the government. So on Je crois que nous avons perdu Gladys. Ariane, tu veux juste ajouter un commentaire par rapport à la question qui a été posée? Oui, merci, Cynthia. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Jacqueline et je vois que vraiment les problématiques sont similaires. Apparemment, la situation a un peu évolué plus au Cameroun qu'au Burkina Faso. Pour revenir sur la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, oui, c'est un aspect que nous envisageons dans le cas que nous avons actuellement. Et c'est prévu, en tout cas, c'est un cas assez récent, donc il n'y a pas grand-chose qu'on a pu faire pour l'instant, mais dans la stratégie qui se dessine, on prévoit de saisir le Conseil constitutionnel sur cette question. J'ai remarqué également que voilà, la question concernant l'âge du mariage, comme je le disais, c'est similaire au Burkina. Le Cameroun a beaucoup plus évolué parce que c'est toujours d'actualité au Burkina Faso. L'âge du mariage pour les garçons, c'est 18 ans et c'est 16 ans pour les filles. Jusque-là, il n'y a pas eu de recours concernant cette question. Et pour être honnête, je dois dire que généralement, les gens ne vont pas sur ces aspects dans notre milieu, le milieu des avocats. Comme l'a dit Jacqueline,
généralement, ce type de recours est considéré effectivement comme étant un affront envers le gouvernement. Et je pense que notre partenariat avec ISLA constitue une véritable source de motivation pour nous, pour aller sur ces questions, pour lui défier s'il le faut le système qui est en place, parce qu'il est véritablement en contradiction avec les engagements que l'État du Burkina Faso a pris en matière de protection des droits des femmes. C'est ce que je voulais ajouter comme commentaire. Merci, merci beaucoup, Ariane. Je vois qu'il y a une autre question de Sibongile. Si elle peut poser sa question, juste se présenter brièvement et poser sa question. Merci. Hi, I have a bit of background noise, so please bear with me. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. So thank you so much, Ariane and Gladys. What I'm trying to understand, Gladys, I understand the challenges with the highest court and also this idea of good organizations and bad organizations, and obviously the ones that are trying to hold the state to account, who are often seen as being in opposition with government. Now, if you're not able to get the decisions from the Constitutional Court, I'm just trying to understand what is often the barrier that stops women's rights organizations from going to the regional mechanism like the African Commission, because because it is possible to do that, and we rarely see countries like Cameroon, like women's rights groups, going to the regional mechanism. So if it's not possible to get the records or the remedy that's required at a domestic level, why isn't that we are not going out and saying that they are failing to protect us at national level? Ariane, cette question est pour vous, vu que nous avons perdu Gladys. Je crois qu'elle a un problème. Oui, Ariane, allez-y, vous pouvez répondre. Merci. D'accord. Merci à Sibongile pour ses commentaires par rapport à ce que nous venons de dire. Oui, c'est des recours possibles, mais pour expliquer l'état des lieux, pour expliquer pourquoi c'est ainsi, il faut dire que particulièrement pour ce qui concerne le Burkina Faso, nous étions plus dans Hello? Allô, vous me recevez? On vous reçoit, Gladys. Gladys est de retour, mais on vous reçoit. On vous reçoit. Vous pouvez continuer, Ariane. D'accord, merci. Je disais que toutes les organisations qui sont en place au Burkina Faso de promotion des droits des femmes étaient sur un autre angle. Nous étions plus sur l'aspect aide juridique pour répondre à des besoins ponctuels. Nous n'avions pas cette vue plus générale à travers, par exemple, le litige stratégique. Les gens se contentaient de chaque cas. Par exemple, une dame vient, approche l'organisation, expose son problème, on essaie de voir est-ce qu'on peut trouver un avocat qui va plaider sa cause, et puis bon, l'avocat fait comme il peut, et généralement, on était plus, y compris moi-même, nous étions un peu
bornés et nous étions laissés attachés et limités par ce que notre droit positif prévoit. Par exemple, si je reviens même sur le cas de Valérie que nous avons dernièrement soumis au comité pour être approuvé. Pour être honnête, au départ, nous n'avions pas pensé que c'était un cas potentiel qui pouvait même, sur lequel on pourrait travailler pour faire changer les choses. Nous étions juste dans l'optique de notre droit local. Qu'est-ce que notre droit local dit par rapport à cette situation? Et par exemple, une femme qui nous consulte et que ses droits ne sont pas reconnus parce qu'elle vivait dans un mariage religieux, on va dire oui, c'est vraiment dommage pour vous, mais voilà, vous êtes dans une situation que la loi ne protège pas, que la loi ne reconnaît pas. C'est vraiment triste votre histoire, mais on peut rien faire pour vous. C'était généralement ça. Et moi, personnellement, le partenariat avec Islam a ouvert plus les œillères et à aller voir que nous pouvons faire plus que ce que nous faisions et au-delà des mécanismes en droit local, au-delà des juridictions locales, nous avons la possibilité d'aller en avant, d'aller plus loin pour faire reconnaître ces différentes lois. La commission existe depuis et puis généralement pour les cas qu'on voyait, c'était plus des affaires d'hommes politiques, d'hommes forts qui saisissaient la commission pour faire reconnaître des droits, mais généralement, en tout cas pour le Burkina Faso, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas connaissance d'un cas concernant les droits de femmes qui a été porté là, même si depuis plusieurs années, on a beaucoup d'organisations qui luttent pour cela, mais on était vraiment limité à gérer chaque cas comme on le pouvait. Mais c'est une opportunité qui nous est offerte et nous espérons pouvoir en tirer vraiment le bénéfice et qu'on va avoir de plus en plus le réflexe d'aller vers ces cours régionales pour les droits des femmes. Merci beaucoup. Alors, Gladys, I don't know if we could repeat the question for you. I will first of all, I'm sorry for my unstable internet that messed me up a while ago. It's okay. It's all right. It's just, it happens. So it's fine. So there was a question that was asked by Sibongile. She was saying, if your cases are not being dealt with at the country level, why is it not that you're not taking it to the regional level at the regional court? Or as maybe Cameroon does so. Okay. Hello? Yes, hello, can you hear me? Hello? We can hear you, Gladys. Okay, yeah, it's not as if we are giving up because we know that there is this condition of exhausting domestic remedies before going to regional court. And we are actually bracing up because there are a number of issues that I need to I'm planning to strategically litigate on it. And I'm looking at moving from here to the regional level. It's not as if we have given up completely. So that one is in the pipeline, Sibongile. Okay, thanks, Gladys. Yeah. Thank you, Gladys. Thank you all.
Is there any other question? Y a-t-il une autre question, un commentaire? I have another question. We have, of course, the general comment in Article 7G, and as both Ariane and Gladys have explained what's going on in their various countries, there are quite a number of things I think that are in the Maputo Protocol that really speaks to how hard it is becoming, you know, how it's getting very hard to protect women's rights because of the widening gap, you know, between women, as we are seeing. In the past, maybe 20 years, we would talk about the need to look at equitable distribution because we understood that it was very gendered, you know, that in many countries, the property was mostly registered in the name of the husband. And so at the end of the marriage, there will be, the women will not have anything. And that's why we were saying equitable share and this idea of marital property or property jointly held. But right now, we are also seeing the other side of this conversation where we have some women, still not a lot, who have property, who are now arguing that they should not be sharing their property with men, basically assuming the position that men have held all the time, you know, where you now have to show how much your contribution was, you know, like show the receipts for all of that. And I was just wondering how this conversation was playing out, because when one looks at the general comment, these are the kind of things that may kind of undermine or minimize, you know, what we can achieve with this general comment. So I was just curious about how these conversations were playing out in your country, where one woman is pitted against the other woman, in terms of what it means to protect women, because yeah, other people are saying this makes women more vulnerable. Maybe we're going to start with Gladys, just to answer that question. Yeah, but I think even though I've not experienced any case like that, that a woman denying to share her property with the man, in Cameroon, I've hardly met any case like that. But what I will say is that, what I will say is actually that I think more and more the narrative is changing, thanks largely to a lot of sensitization done by FIDA Cameroon and other stakeholders on the ground. Because even this issue of registering in the woman's name is changing in Cameroon. More and more women now apply for land certificates in their name, because we've actually executed projects wherein we go to the communities and sensitize women about telling them that you have the right to register. Because before it was even out of ignorance. They didn't even know that there were laws that were gender neutral, and anybody can register. So most of them are registering now. And then we are raising awareness too about the importance of working as a team in a family, community of property, and making the women know that, or the men know that a second income is always important, making the women know that bringing in your own income to put on the table with that of your husband and more respect for you even. So I think in the case of Cameroon, I've hardly found any case where the women are resisting to share their property. The women are always the open ones, willing to share. The husbands are the greedy ones. I'm sorry to say that. Thank you, Gladys. Ariane, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, ou bien donner juste votre aperçu par rapport à votre expérience? Oui, merci. Bon, pour ce qui concerne le Burkina, c'est vrai que la loi reconnaît qu'une femme peut être propriétaire et tout, mais indépendamment de cela, la procédure d'enregistrement pose même un problème au Burkina.
parce que je n'ai jamais vu sur un acte de propriété 2 noms. Donc, c'est chaque fois un seul propriétaire, comme si il n'était pas possible d'être copropriétaire. La loi le prévoit, mais le processus, les formalités d'enregistrement, c'est tout le temps au nom d'une personne. Et comme nous sommes dans une société très marquée par les hommes, on a vu dans beaucoup de cas des femmes qui ont elles-mêmes apporté l'argent pour l'acquisition d'un bien immobilier, mais par conformisme ou pour être bien vu dans la société, et bon, c'est elles qui ont apporté tout l'argent ou presque tout. Elles vont dire, ben, le faire mettre au nom du mari. Et même dans les mariages reconnus par la loi, par exemple, le mariage qui a été célébré à la mairie, quand il y a dissolution du mariage et que le couple est dans un régime de communauté de biens, c'est un bien qui va se partager normalement en part égale entre les deux, peu importe la personne qui a son nom sur le document. Mais on a un problème d'exécution des décisions et il est rare, une fois que le monsieur a son nom, même si on dit que oui, c'est un partage équitable, il n'y a généralement pas de suivi et les femmes se trouvent finalement dépossédées, que bon, elles vont rien avoir dans le partage. Il y a aussi des cas où la société, les pressions sociales vont même amener certaines femmes à renoncer à tout partage lorsque elles sont dans un processus de divorce parce que il y aura la pression des familles, de la société et celles qui osent même réclamer leurs droits, le respect de leurs droits sont généralement indexés par la société et du coup, il y en a plein qui renoncent et les femmes se retrouvent généralement très, très appauvries, même celles qui ont un revenu important et se retrouvent très appauvries à la fin de la procédure de divorce, de séparation ou d'annulation. Merci Ariane, merci Gladys. Je vois que nous avons encore une main de Annick. Je vais donner la parole à Annick, si elle peut poser sa question. Merci Cynthia, vous m'entendez? Je vous entends bien, merci. Je voudrais remercier Isla pour l'organisation de ce webinaire et les panélistes. Je n'ai pas de questions, mais j'ai une contribution à faire concernant de Maputo dans notre droit local et surtout par nos juridictions. Comme Ariane l'avait soulevé, c'est une matière qui est très peu connue de nos magistrats et même ceux qui la connaissent ne sont pas les magistrats qui sont au siège. Donc, certes, il y a eu des réformes. On a eu de la loi sur le mariage, sur les successions. Tout ça a été porté par des organismes de la société civile et tout, mais à aucun moment dans nos procédures devant les juridictions locales, on évoque les textes internationaux. C'est très rare. Et de même, c'est encore plus rare que pour le cas d'un particulier, il y ait une saisine d'une juridiction communautaire ou internationale. Donc, déjà, je parle en tant qu'avocat qui travaille avec GEPALEC dans le cadre du projet de ISLA, de litige stratégique.
C'est une bonne opportunité pour nous de faire mieux connaître les droits de la femme, non seulement dans le cadre local, mais aussi au niveau régional. Et c'est un moyen pour nous de mieux faire connaître les problèmes que rencontrent les femmes en Côte d'Ivoire, comme en Afrique. La question du partage de biens en cas de dissolution de mariage, je me rends compte que c'est le même problème dans tous nos pays. C'est que puisque nous sommes dans une société qui est foncièrement, comment on peut dire ça, machiste, les femmes ont très peu de recours lorsqu'il s'agit d'une dissolution de mariage. Bien entendu, si la procédure a été faite dans le cadre d'un mariage qui était célébré sous le régime de la communauté, la loi dit qu'il y a partage équitable des biens acquis pendant le mariage. Et là encore, il faudrait que l'homme ait été suffisamment honnête pour ne pas avoir procédé à son, on va dire, son insolvabilité ou avoir liquidé les biens communs pendant le mariage, ce qui fait qu'au moment du divorce, il n'y a plus rien à partager. Donc, il y a l'attitude de l'homme. Il y a le fait que une fois que la décision de partage est rendue, il faut procéder à son exécution. Et l'exécution prend aussi du temps et de l'argent, ce que la femme n'a pas très souvent. Donc, c'est aussi un obstacle à l'accès à la propriété. Le dernier point, c'est que en cas de séparation de biens, notre loi est tellement rigide que c'est difficile d'attribuer un bien à la femme. Du coup, ce qu'on essaie de mettre en évidence, même si on doit parler de la contribution qu'elle a pu faire en étant dans le foyer pour permettre à l'homme d'acquérir ce bien, ce qu'on regarde, c'est le temps que les époux ont passé ensemble, en fait, la durée du mariage. C'est ce qu'on met en évidence. Et également, la contribution qu'elle a pu faire en ayant souscrit à un prêt pour pouvoir acquérir le bien, même si le bien est au nom de l'époux. Mais pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments de preuves écrites. J'aimerais également faire une autre observation concernant la reconnaissance du mariage coutumier. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, le mariage coutumier n'est pas légalement reconnu parce que nous sommes d'une tradition civiliste depuis et c'est seulement le mariage civil qui est reconnu. Il y avait une disposition pénale qui condamnait la dot, qui a été levée par la nouvelle loi, une loi de 2019 en Côte d'Ivoire sur le mariage, qui fait que la dot qui est payée dans le cadre du mariage coutumier n'est plus considérée comme une infraction pénale. C'est la seule avancée qu'on peut observer par rapport au mariage coutumier, mais ça ne veut pas dire que à ce jour, le mariage coutumier est admis en Côte d'Ivoire. L'obstacle majeur en ce qui me concerne, c'est que la Côte d'Ivoire connaît plus de 60 ethnies et aura donc 60 différentes coutumes qui font qu'on ne peut pas avoir un droit coutumier unique.
Et ça va poser un problème au niveau de l'administration, d'avoir à reconnaître chaque mariage coutumier selon la coutume de telle ou telle ethnie. Et je pense que si on doit tendre vers ce changement, c'est un travail de fond qui doit être mené. Et je ne suis pas assez informée des réformes qui sont en train d'être faites à ce niveau en Côte d'Ivoire. Donc, je vous remercie. Merci, Annick. Oui, Ariane, vous voulez dire quelque chose? Vous permettez que je fasse un petit ajout à ce que Annick vient de dire? D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Je voulais, dans le même sens que Annick, revenir sur un point que j'ai déjà évoqué aussi par rapport aux textes internationaux, aux textes régionaux sur la protection des droits des femmes, pour dire à quel point ces textes-là ne sont pas connus par les personnes qui sont chargées de son application. Et même pire, même quand ces textes sont connus, lorsque un plaideur vient à invoquer ces textes, c'est comme si on venait d'un autre monde. C'est comme si on dit, attends, c'est comme si on était un rêveur de vraiment espérer que ces textes-là vont avoir application. Parce que généralement, c'est des textes qui sont adoptés juste par effet de mode ou pour se conformer à certaines exigences sur le plan du droit international. Et finalement, on n'en entend plus parler. Moi, personnellement, mon espoir réside dans ce que nous pouvons faire comme travail au niveau de la Commission pour obliger les États à reconnaître ce pourquoi ils se sont engagés et à respecter ce pourquoi ils se sont engagés. Parce que pour la question des droits de la femme, de promotion, de respect des droits de la femme, sur tous les aspects économiques et civils, ça fait déjà trop longtemps qu'on en parle. On en parle tout le temps, c'est un effet de mode, on en parle partout, mais c'est comme si personne n'était véritablement prêt à aller plus en avant. Et je n'ai pas beaucoup d'espoir pour ce qui concerne le niveau local. Mais je pense que des contraintes venant, par exemple, des décisions rendues par la Commission ou la Cour dans le cadre de ces instruments que nos États ont ratifiés, je pense que c'est de là véritablement que peut venir les changements. Et c'est pour cela que j'espère vraiment que ce partenariat va nous conduire à ces résultats-là. Merci. Merci, Ariane. Merci, Annick. Annick fait partie de GEPALEF. GEPALEF, c'est un de nos partenaires. Et aussi, ils ont été co-organisateurs avec nous pour ce webinaire. Avant de prendre la prochaine question, j'aimerais juste demander à Angèle qui nous suit, qui est directrice de GEPALEF, de bien vouloir s'apprêter afin de nous donner aussi son commentaire, et Mariam aussi de Voix des femmes si elle nous suit. Donc, je vais... il y a Madame Soyata, Honorable Soyata, qui nous a rejoint. Je vais juste lui demander de brièvement se présenter, et après sa présentation, je vais lui poser une question, et après cette question, nous allons revenir à la main que je vois depuis longtemps de Philippe, et de là, Angèle va nous donner son commentaire, et puis Mariam. Donc, Soyata, merci de nous avoir rejoints.
vous voulez bien vouloir vous présenter brièvement? Merci, Cynthia. Voilà, je suis Maître Soyata Maïga, ancienne magistrate, avocate de la Cour, présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et j'interviens surtout parce que j'ai été rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique de 2007 à 2015 au sein de la Commission africaine. Et c'est à ce titre que j'ai initié les toutes premières observations générales relatives à femmes et sida. Après, ça a été femmes et droits de la santé et de la reproduction. Après, il y a eu d'autres observations générales sur le droit à la vie, mais en tant que rapporteur spécial sur les droits de la femme, et on a eu 2 observations déjà, et ça, c'est la 3e pour le mécanisme de la rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique. Donc, je pense que ce que vous faites est très important, je vous y encourage. Et c'est vrai, l'intervenante qui vient de laisser la parole n'a pas beaucoup d'espoir parce qu'il y a trop de problèmes, mais je pense que nous ne devons pas baisser les bras. C'est ensemble que nous devons scruter toutes les occasions pour essayer effectivement de clarifier les obligations des États et les forcer à travers la formation des magistrats, la formation des avocats, invoquer les conventions, saisir également les juridictions régionales et internationales et faire changer les choses à la base avec la sensibilisation, mais avec des stratégies combinées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Soyata. Au fait, je crois que vous avez en quelque sorte répondu à ma question parce que j'allais vous poser juste une question de savoir comment les groupes de défense des droits de femmes peuvent-ils utiliser cette observation générale et participer davantage aux travaux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce que vous pouvez... OK, d'accord. Les organisations de femmes, c'est avec elles que nous avons travaillé de 2007 jusqu'à nos jours. Je vois que la rapporteure sur les droits de la femme en Afrique, Maria Teresa de l'Angola, n'est pas avec vous, mais elle a travaillé également sur ces observations. Et la dernière fois où on avait un webinaire sur cette observation générale numéro 6, elle était avec nous. Je pense que nous devons vulgariser, nous devons saisir les opportunités et documenter également les cas par pays, essayer également de voir là où ça bouge, là où les femmes sont mieux organisées, parce qu'il y avait eu des acquis, mais dans le domaine des droits des femmes, il y a toujours un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est comme ça. Et la COVID est venue vraiment remettre en cause, surtout pour les pays comme le mien, des pays en conflit, où il y a beaucoup de femmes parmi les populations déplacées, parmi les populations réfugiées. Les appareils judiciaires ont été affaiblis. Malgré la mise en œuvre, les plans d'action sur la 1325, il y a encore beaucoup de problèmes. La prévention ne marche pas. La participation aussi ne marche pas parce que voilà, on en est revenu à une récession démocratique où les pays des coups d'État, et c'est toujours au détriment des femmes. Donc, je pense que là c'est un sujet important où les femmes ont toujours des problèmes au niveau, surtout celles qui n'ont pas été à l'école, malheureusement, le plus grand nombre. Mais il y a des organisations féminines, il y a des plateformes, il y a des femmes leaders, il y a des associations de femmes juristes, qui travaillent beaucoup maintenant avec les jeunes avocats, l'association des jeunes avocats. On travaille également avec les barreaux, de façon, parce que moi, je suis juriste et je pense que la loi participe aussi de la sensibilisation. Elle participe du changement. C'est par la loi que nous pouvons changer un certain nombre de choses, mais en allant avec les hommes, avec les communautés, avec les leaders religieux, avec les leaders communautaires, avec les communicateurs traditionnels, mais avec les femmes elles-mêmes, parce que dans la pauvreté, l'analphabétisme et tout, elles sont finalement gagnées par une certaine torpeur et l'autonomisation dont on parle ne marche pas. Or, il faut cette autonomisation économique.
partout où on est passé, on a vu que lorsque les femmes sont pauvres, elles sont analphabètes. Lorsqu'elles sont analphabètes, elles ont du mal à porter leur cas devant les tribunaux. Et l'assistance judiciaire n'est pas quelque chose de bien partagé. C'est maintenant au niveau de l'Union africaine qu'ils sont en train de mettre un fonds d'assistance judiciaire qui va pouvoir permettre aux femmes et aux pauvres de saisir la Commission africaine, la Cour africaine ou la Cour de la CEDEAO et les autres cours régionales. Parce que sans argent, c'est pas, même les avocats ne peuvent pas. On envoie par mail, mais ça revient, il y a des problèmes. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les femmes elles-mêmes prennent leurs affaires en charge. Leurs affaires, et ce n'est pas facile. C'est des organisations, des femmes leaders, qu'on puisse dépasser les guerres de leadership, les guerres d'ego, et qu'ensemble, évidemment, ce qui profite aux femmes du Sénégal, qu'on puisse avoir ces informations au Mali, ce qui profite aux femmes du Mali, qu'on puisse avoir également les informations au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe. Donc, je pense que ce mouvement de solidarité est très, très important et je sais que dans le temps, on travaillait beaucoup avec SOAR, qui est basé à Nairobi, il y a GIMAC aussi, Gender is my Agenda Campaign, qui travaille au niveau d'Addis Abeba. Donc, je pense que c'est tout ensemble et toutes les initiatives, toutes les synergies sont importantes, sauf qu'il faut l'autonomisation des femmes. Il faut également des programmes financés avec des ressources pérennes. Sinon, les femmes sont obligées de travailler dans l'agenda des autres. Il y a un petit projet, on le fait, il finit, on retombe à la case départ. Il y a un autre petit projet. Donc, je pense que c'est peut-être pas de cette façon qu'il faut financer les projets des femmes. Il faut des ressources pérennes en matière de ressources humaines, financières, matérielles, techniques, avec les plans d'action et voir également chacune dans son pays quelle est la politique nationale genre. Est-ce que vous avez une politique nationale genre? Est-ce qu'elle a été adoptée? Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a une agence gouvernementale pour fédérer les synergies? Parce que c'est des approches multisectorielles qu'il faut au niveau des différents ministères qui s'occupent chacun dans son domaine. Il y a un domaine qui concerne les femmes, mais c'est tellement éparpillé que quand il n'y a pas une agence gouvernementale qui s'occupe de la stratégie de communication, la stratégie de coordination, il y a toujours beaucoup de déperdition de nos efforts et beaucoup de déperdition des ressources. Merci. Merci beaucoup, honorable. Très enrichissant. Et alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre dernier commentaire de Angèle. Comme je vous le disais, elle est directrice de GEPALEF, qui est notre partenaire. Et pour ce webinaire, ils ont été co-organisateurs avec nous. Angèle? Angèle, vous pouvez juste ouvrir votre micro. Oui, c'est fait. Merci. Est-ce qu'on m'entend maintenant? On vous entend bien, merci. OK. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à Isla pour cette belle opportunité qui nous est donnée de pouvoir échanger sur la réalité qui est celle des femmes, surtout les femmes rurales, dans la question de la possession de la terre, tout en sachant que toutes les ressources en ce qui concerne l'agriculture par d'avoir d'abord accès à la terre. Et malheureusement, les femmes rurales n'ont pas droit à la terre, bien que la loi en Côte d'Ivoire, par exemple, soit claire que les femmes et les hommes ont droit à la terre. Et malheureusement, les barrières coutumières, la forte présence du patriarcat dans nos lois coutumières fait que les femmes sont lésées et dépossédées, souvent de l'héritage de leur père, mais encore plus grave, de l'héritage de leur conjoint, quand on sait qu'elles ont participé à
à payer ou alors à développer les parcelles qui sont propriété des hommes. Et finalement, quand le conjoint décède, c'est la famille, les hommes de la famille de l'époux qui héritent. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Parce que moi, je pense qu'il faut plus faire de la sensibilisation au niveau des guides, des leaders religieux et tout, mais aussi mettre l'État devant le fait que les lois ne sont pas appliquées. Surtout que notre pays aussi a ratifié le protocole de Maputo. Donc, notre action en tant qu'organisation de la société civile et avec l'appui de ISLA qui nous permet de pouvoir vraiment prendre les devants sans complexe et avec tout en sachant qu'on sera encouragé par des organisations sœurs de l'Afrique, c'est de pouvoir que la loi n'est pas appliquée, dénoncer aussi que les femmes sont tous les jours dépossédées de leur droit à la propriété. Vraiment, je voudrais encourager chacune de nous à garder cette synergie et à pouvoir travailler pour ensemble lutter pour que les droits des femmes soient respectés en ce qui concerne la propriété à la terre, le droit à la propriété. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Angèle. Je crois que nous allons remercier tous les panélistes, Ariane, Gladys, Honorable. Excusez-moi, Ariane, vous avez un mot à ajouter? Oui, désolée d'en rajouter, mais je voulais parler au nom de Mariam qui... nous avons préparé ce webinaire ensemble. Mariam Lamzana est la présidente de Voix de Femmes. Nous avons préparé ce webinaire ensemble, mais malheureusement, pour une question de dernière minute reliée à un décès, elle a dû s'absenter. Et donc, mais elle m'a demandé de dire un mot sur ce qu'elle avait à dire par rapport à cette rencontre-là. Si vous me le permettez, ça ne sera pas long. Je comprends qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Donc, c'est essentiellement les points sur lesquels mon intervention avait porté. Donc, c'est la méconnaissance des instruments juridiques internationaux et régionaux qui posent problème du point de vue de Mariam par rapport à la question des droits des femmes et aussi les barrières qui sont au niveau de la société. C'est essentiellement ces points-là qu'elle voulait qu'on attire l'attention et ça recoupe un peu avec ce que j'avais dit. Et pour revenir à ce que Honorable Maïga a dit tout à l'heure, oui, on garde l'espoir, mais nous remarquons que dans nos pays, il y a tellement de difficultés et ce qui fait qu'on perd espoir, c'est que même des femmes intellectuelles, des femmes économiquement autonomes vivent des violations graves de leurs droits et des fois les remèdes qui sont prévus au niveau local ne répondent pas adéquatement à ces besoins-là. Vous avez également parlé du financement des ONG qui militent en matière des droits des femmes. Et comme vous l'avez dit, c'est des financements temporaires et lorsque le projet prend fin, c'est terminé. Il y a également le fait que, en tout cas pour ce qui concerne le Burkina Faso, les femmes sont très, très minoritaires au barreau. Au Burkina Faso, il n'y a pas beaucoup de femmes avocates. Et généralement, les avocats qui aiment travailler avec les associations de lutte pour les droits des femmes, c'est généralement les avocates, les femmes, parce que c'est rare que les hommes viennent, en tout cas, en appui. Et comme il n'y a pas beaucoup de femmes, elles se retrouvent donc avec beaucoup de travail sur les épaules. Nos dévancières se sont épuisées dans ce travail
pour le respect des droits des femmes et du coup, elles finissent par perdre même de leur force et tout et on ne voit pas la situation bouger. Et c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, l'espoir réside véritablement dans le litige stratégique. Parce que si les États sont forcés à faire face à leurs obligations, si les États sont forcés à changer leur dispositif, c'est vrai qu'on n'attend pas de l'État, de la société actuelle, que les choses aillent automatiquement, mais le travail sera grandement facilité. Et nous pensons que vraiment, ce moyen-là est un outil puissant qui va nous faciliter le travail. Sinon, si nous devons rester sur les cas par cas, nous allons nous épuiser sans voir des résultats très tangibles. C'est ce que je voulais ajouter. Et puis voilà, tout en vous transmettant les salutations de Madame la Misane. Merci beaucoup, Ariane. Vous pouvez aussi transmettre nos salutations à Mariam. Merci d'avoir accepté de collaborer avec nous pour l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup, Gladys. Thank you so much for your time. Thank you for accepting to be part of a panelist. Merci, Honorable Maïga. Je sais que vous avez un horaire très chargé, mais vous avez quand même pris votre temps pour participer à notre webinaire. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci, Angèle. Merci, Annick. Sans vous, ce webinaire n'aurait pas été possible. Et je remercie aussi nos internautes qui nous suivent. Merci beaucoup. Comme ça a été dit, le travail est grand. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais je crois qu'ensemble, nous pouvons arriver à emmener ce changement qu'on veut dans notre société. Donc, au nom de ISLA, je vous remercie tous. On reste en contact. Vous pouvez m'écrire et on peut continuer cette conversation sur d'autres plateformes. Très bien. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. See you again. Bye. Thank you, Gladys. Bye-bye.